Dans ce journal, ouverture à Ouagadougou du Salon international du textile africain CITA, l'événement qui se donne pour objectif de valoriser et promouvoir le textile africain se tient du 18 au 25 novembre 2017. Port du textile africain en milieu scolaire, c'est le thème du salon. La cérémonie d'ouverture est présidée par le chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Et puis au Zimbabwe, Robert Mugabe, lâché par son propre camp, des anciens combattants et anciens compagnons à lui appellent les populations à descendre dans la rue pour réclamer le départ du président qui refuse toujours de démissionner. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de nous suivre et un très bon appétit si vous êtes à table. Mais avant tout, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce léger retard au démarrage de ce journal. Direct oblige, nous étions à la salle des banquets de Ouaga 2000 donc pour la retransmission en direct de la clôture des États généraux de la jeunesse, un moment présidé par le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Cela dit, c'est l'événement majeur dans la promotion du textile africain au Burkina Faso. L'ouverture ce matin donc du Salon international du textile africain sur le site du CIAO. Activité majeure de l'événement, une grande exposition en vente. L'objectif du salon est de valoriser et de promouvoir le textile africain. Le thème du CITA 2017 est le port du textile africain en milieu scolaire. La cérémonie d'ouverture est présidée par le chef de l'État, comme vous le voyez ici sur les images, Roch-Marc Christian Kaboré, qui va donc donner le top de départ. Donc, pour cette édition du CITA, nous reviendrons sur l'événement dans nos prochaines éditions. Et puis, cette triste nouvelle qui nous est tombée dessus dans la matinée, l'ex-premier ministre du Burkina Faso de 1992 à 1994, Youssouf Ouedraogo, n'est plus. Conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement depuis septembre 2017, Youssouf Ouedraogo a rendu l'âme ce jour 18 septembre à Abidjan. Économiste, diplomate et homme de l'État, il a été, entre autres, ministre de la Planification et du Développement populaire sous la Révolution, puis ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2007. Nous reviendrons évidemment plus en détail donc, sur cette triste nouvelle dans nos prochaines éditions. Autre point de l'actualité, l'on a marché ce matin à Ouagadougou pour dire non à la défécation à l'air libre. C'est une pratique qui a toujours la peau dure au Burkina Faso malgré les efforts pour l'hygiène et l'assainissement dans les villes et villages. Le gouvernement affiche désormais sa détermination à œuvrer pour changer la donne. La marche conduite par l'épouse du chef de l'État est en fait une course pour le mieux-être des populations. Salifou Belem, Nathalie Savadogo, Nabaloum. Une crosse populaire pour dire non à la défécation à l'air libre. À travers cette crosse populaire, l'épouse du chef de l'État Sika Kaboré, accompagnée de certains membres du gouvernement avec leurs épouses, plaide pour l'accès à l'hygiène et à l'assainissement pour tous au Burkina Faso. La propagation de nombreuses maladies est directement liée à l'exposition à des matières fécales humaines. Une analyse dans 145 pays a montré que 58% des cas de diarrhée ont été causés par l'absorption d'eau insalubre, le manque d'assainissement et le manque d'hygiène. Ceci a provoqué la mort de plus de 526 000 enfants. Et si on fait le décompte, cela représente un enfant par minute. Ceci est très grave à mon avis. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Il faut faire quelque chose. On s'est rendu compte également qu'en améliorant les conditions d'hygiène dans notre cadre de vie, les probabilités pour qu'un enfant souffre de diarrhée sont réduites d'environ 7 à 17%. Et le taux de mortalité infantile est immédiatement réduit de 5 à 20%. La question de l'assainissement, une des priorités du gouvernement burkinabé. 1 600 000 latrines à réaliser pour les Burkinabés. Une chose pas facile selon le ministre en charge de l'assainissement. Le taux d'accès à l'assainissement dans notre pays est faible.
à peine 30%. Particulièrement un milieu rural où il est exactement de 13,4%. Ce n'est pas assez. Nous avons l'engagement avec les objectifs de développement durable d'assurer un taux d'accès universel à l'assainissement à l'horizon 2030. Ça demande des dépenses colossales, ça demande des investissements. Et nous faisons appel justement à tous les acteurs de pouvoir contribuer à ces investissements parce que c'est pour nous d'abord. Et la grande innovation pour cette année est la construction des toilettes publiques dans les mois à venir à Ouagadougou pour répondre aux besoins du public. La journée internationale des toilettes sera célébrée en différé dans la commune rurale de Tibiga, dans la région de l'Est, le vendredi prochain. Et des organisations de la société civile bénéficient d'un cours sur leurs droits et responsabilités en matière de protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso. La formation est initiée par le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique et Amnesty International en collaboration avec le ministère en charge de la justice. Jean Zongo, Yolande Lompo pour les précisions. Depuis le 27 juin dernier, la loi portant protection des défenseurs des droits humains est une réalité au Burkina Faso. Pour une meilleure efficacité sur le terrain, les défenseurs des droits humains vont être informés et sensibilisés sur les dispositions de la dite loi. L'article 2 de la Déclaration des Nations Unies dit que le gouvernement doit prendre des mesures législatives et administratives pour pouvoir faciliter l'intégration des dispositions de cette déclaration dans la législation interne. Et c'est ce que vient de faire le Burkina Faso. Dans la sous-région également, je crois que le Burkina est le deuxième pays après la Côte d'Ivoire. Les défenseurs des droits humains qui vivent dans leur chair un certain nombre de tracasseries, il y en a même qui ont perdu la vie. Ce qui est important, c'est de leur permettre d'avoir la sûreté dans la conduite de leurs activités. Durant ces 48 heures, l'expérience de la coalition burkinabé de défense des droits humains et celle de la Côte d'Ivoire feront cas d'école. Ensemble, ils vont travailler de sorte à ce que chacun d'eux puisse avoir pleinement conscience de ses droits et devoirs. Quand un défenseur des droits humains se met en retrait de la loi, naturellement, il est aussi punissable au même titre donc, que tout citoyen. Mais dans la mesure où il agit dans le cadre de la loi et au regard donc, des exigences donc, en matière donc, de droits humains, il y a un certain nombre donc, de protections, il y a un certain nombre d'interdictions qui sont faites donc, à l'État d'avoir un certain nombre d'actions vis-à-vis donc, de ce dernier. Cet atelier de vulgarisation a été initié par les organisations de la société civile avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies. Un mot sur les universités africaines de la communication de Ouagadougou, dont le propos cette année concerne l'impact des médias sociaux en Afrique. Intéressons-nous à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux qui, selon une communication animée sur le sujet, donc, trouve ses limites dans les dispositions du code pénal qui sanctionnent la diffamation, les insultes, atteintes à la vie privée et autres dérives. On suit le résumé de la communication avec Nongbakuda et Olopoda. Il suffit de quelques minutes pour créer par exemple un compte Facebook et quelques secondes pour y poster un message, une photo ou une vidéo. Mais les facilités d'usage de cette célèbre plateforme de communication, comme tous les autres médias sociaux, ne sont pas sans risque pour les internautes. Si la communication par voie électronique est libre, l'exercice de cette liberté doit obéir au respect de la dignité de la personne humaine. C'est la substance de la communication du magistrat Momoni Sibalo qui situe ici la responsabilité pénale et civile des utilisateurs des médias sociaux. On a démontré que ce n'est pas une zone de non-droit. La loi pénale burkinabé s'applique et vous avez vu les critères de compétence, la territorialité et le critère donc, de la nationalité. Et sur les réseaux sociaux, vous voyez que la compétence est plus large parce qu'il suffit que la communication soit accessible à partir du Burkina Faso pour que les juridictions pénales soient compétentes. Diffamation, atteinte à l'intimité de la vie privée, escroquerie, injure, usurpation d'identité et montage d'images et de voix sont autant de dérives sur les médias sociaux passibles de poursuites. Et le docteur Sédou Dramé de soutenir que nul ne peut capturer ou publier l'image d'une personne sans son consentement au regard du caractère absolu du droit à l'image. Je peux publier une information sur Facebook, mais je n'ai pas dit que
une station de radio ou bien de télévision peut saisir cette image que j'ai partagée entre mes amis et diffuser. Si quelqu'un qui, sur Facebook, qui porte atteinte au droit à l'image ou à la vie privée de l'individu, or, alors que l'image et la vie privée ont été capturées à son insu, il va de soi que le type encourt des peines de prison parce qu'il ne l'a pas fait en tant que journaliste. Seul le journaliste est protégé contre l'emprisonnement et pas les internautes. Toute personne a une vie privée et publique. À chacun donc de défendre sa vie privée, conclut le docteur Dramé qui estime que la liberté d'expression par la communication électronique, comme tout autre mode d'expression, trouve ses limites dans les dispositions du code pénal. Aux internautes donc d'être vigilants dans leurs publications sur les plateformes. Également au programme des UACO, une visite des installations de la Société burkinabé de télédiffusion. Des installations qui doivent permettre au Burkina Faso d'entrer dans l'ère de la télévision numérique terrestre. Les unités de multiplex et de monitoring sont visitées par les participants aux UACO. Nongbakuda, Adama Koulibaly. Nous sommes ici sur le site des équipements de la TNT, la télévision numérique terrestre. Les participants des 10e UACO, Université africaine de la communication de Ouagadougou, y ont effectué une visite pour s'enquérir de l'exemple du Burkina Faso. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup vu des installations aujourd'hui qui nous permettent de rentrer dans le numérique. Et moi, je viens du Bénin et j'avoue que le Burkina Faso a une petite longueur d'avance sur nous. Le Mali, pour sa part, est en train de tout mettre en œuvre pour également essayer de mettre en œuvre ce projet très important pour notre pays. Et ce que nous venons de voir nous a donné des enseignements. Nous comptons en profiter. C'est vrai que le Togo a déjà installé les émetteurs sur toute l'étendue du territoire, mais arrivé ici, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de choses à faire. Le centre de multiplexage est présenté aux hôtes du jour par le directeur technique de la SBT, la Société burkinabé de télédiffusion. Puis, c'est au tour de l'unité de monitoring d'être décortiqué. Des équipements qui traduisent l'avancée du Burkina en la matière. Beaucoup de pays sont en retard par rapport à cette transition numérique et le fait que le Burkina ait pris une avance considérable en choisissant des options qui sont très intelligentes, très adaptées à l'environnement et surtout très pratiques. Parce que aussi bien la mutation du cadre législatif et réglementaire qui est un gros problème pour beaucoup de pays pour régler la césure, que les options technologiques au Burkina, je pense que les choses ont été faites vraiment dans le bon sens. Le public et le privé, la bagarre que les gens veulent amorcer, je pense qu'elle n'a pas lieu. Parce qu'avec la diffusion pour tout le monde, avec le multiplex, moi je pense que c'est une question de réalité. Il faut que chacun diffuse en fonction de ses moyens. La TNT, qui devrait favoriser la création de chaînes de télévision tout en améliorant la qualité de l'image et du son et une plus large couverture du territoire, sera effective avant la fin de cette année 2017 au Burkina Faso. Et puis des militaires qui se mettent à l'heure d'éthique dans leur domaine d'activité qui sont la maintenance et la transmission, une formation sanctionnée par un certificat technique de second degré en communication. Les apprenants venus de plusieurs pays d'Afrique repartent avec des diplômes qui leur confèrent le rang de chef d'atelier. Des précisions avec Issa Kafando et Vincent Kiendrebego. Au camp Guillaume de Ouagadougou, les élèves de la 9e promotion de la formation des militaires en maintenance et transmission effectuent leur sortie. Formés à l'Institut supérieur de la logistique de Ouagadougou, ces adjudants et sergents venus de plusieurs pays africains ont durant 5 mois appris des notions théoriques et pratiques des technologies de l'information et de la communication. Donc ce matin à la cérémonie, voit la sortie de 18 stagiaires qualifiés, certifiés dans le domaine de la communication de téléphonie. Le responsable des services radio, c'est celui qui garantit la liaison entre les uns et les autres. Si on n'a pas de téléphone qui fonctionne, si on n'a pas de poste radio qui fonctionne, on ne peut pas communiquer. Très satisfait parce que rien n'a été laissé au hasard. Toutes les éventualités ont été appréhendées pour que les produits, si je peux m'exprimer ainsi, qu'on renvoie dans leur pays, soient exploitables et utiles à leur pays d'origine. Pour les lauréats, c'est une formation qui a été à la hauteur de leurs attentes.
La formation, elle a été vraiment bénéfique pour nous car on a appris vraiment plein de choses qui nous permettront de servir nos armées partout où besoin sera. On a appris à utiliser le téléphone sans fil, le téléphone filaire, tous les moyens de communication qui permettront aux transmissions de nos armées d'être en liaison, en communication en fait. Désormais titulaire du certificat technique second degré en communication téléphonique, ces militaires, de retour dans leur pays d'origine, pourront assumer les fonctions de chef d'atelier, maintenance et transmission. Un mot de politique maintenant avec la convention des anciens du MPP qui se tient depuis hier 17 novembre à Ouagadougou. Les personnes du troisième âge du parti au pouvoir réfléchissent sur les défis qui sont les leurs en matière du devoir de transmission des valeurs ancestrales aux futures générations. Il s'agit de contribuer à orienter la nouvelle génération sur le droit chemin. Frédéric Étienne Bassenga. Les anciens du mouvement du peuple pour le progrès réfléchissent sur la vie de la nation. À cette deuxième convention placée sous le thème « Les anciens face aux enjeux et défis du devoir de transmettre les valeurs ancestrales aux générations futures », ces personnes du troisième âge vont faire l'état des lieux des maux qui minent la société, tels que l'incivisme et l'individualisme, et vont proposer des pistes de solutions. Il ne s'agit nullement d'un nostalgique retour à un passé que nous savons à jamais révolu. Mais il s'agit plutôt de puiser dans notre riche culture ancestrale des repères susceptibles de servir de levier pour un sursaut national et salutaire d'un pays qui semble déboussolé et comme tétanisé par un égocentrisme individuel exacerbé. Le président par intérim du MPP félicite d'abord ses anciens avant de leur exprimer ses attentes. Nous vivons de nos jours ce qu'il est convenu d'appeler l'incivisme. L'incivisme qu'on rencontre beaucoup chez les jeunes générations. Les jeunes, nous comptons sur vous, vous qui êtes une voûte de notre parti, une voûte centrale, pour que nos jeunes, les jeunes militants, puissent venir s'abreuver à la sagesse qui vous caractérise, aux valeurs ancestrales que vous incarnez. L'Union nationale des anciens du MPP espère également, à travers ses réflexions, unifier et réconcilier, dit-elle, toutes les générations autour des valeurs telles que l'intégrité, la solidarité, l'équité, la justice, la responsabilité, le sacrifice et l'amour de la patrie. À l'étranger, les Zimbabwéens sont dans les rues pour réclamer le départ de Robert Mugabe. Le président du Zimbabwe, de plus en plus isolé, même dans son propre camp, refuse de lâcher prise. Les anciens combattants qui demandent la démission du président incitent les manifestants à descendre dans la rue ce samedi. C'est en autocar que des groupes de manifestants ont quitté Bulawayo, la seconde ville du Zimbabwe, pour participer à la mobilisation de samedi dans la capitale, destinée à exiger le départ de Robert Mugabe. Nous nous rendons à Harare en solidarité et en soutien à ce que les militaires sont en train de faire pour nous. Alors que le président zimbabwéen semble ne vouloir rien lâcher, les manifestants ici ne cachent pas leur enthousiasme. Dans l'un des bus, certains n'hésitent pas à brandir des portraits du crocodile, le surnom donné au vice-président déchu Emmerson Mnangagwa, dont l'éviction a précipité le pays dans la crise. Nous remercions Dieu et l'armée nationale d'avoir pris les rênes après qu'ils ont réalisé que notre parti, la ZANU-PF au pouvoir, ne respecte plus la Constitution. C'est pourquoi nous allons à Harare. Robert Mugabe préside aux destinées du Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. Le soulèvement de l'armée est la plus importante crise politique à laquelle fait face le leader de 93 ans qui entend aller au bout de son mandat qui s'achève en 2018.
Kenya, le retour de Raila Odinga du Royaume-Uni et des États-Unis où il est allé demander du soutien occasionne des troubles qui font des victimes. Et pour cause, la foule de sympathisants venus l'accueillir à l'aéroport est dispersée de force par la police. De nouvelles manifestations alors que le pays attend toujours le verdict officiel de l'élection du 26 octobre dernier. Au Kenya, 5 personnes ont été tuées alors que la police tentait de disperser les partisans qui formaient un convoi accompagnant Raila Odinga de l'aéroport vers le centre de Nairobi ce vendredi. Selon des images montrées en direct sur la chaîne nationale kenyane, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur le convoi et a utilisé des canons à eau pour tenter de l'empêcher d'atteindre le principal quartier d'affaires de la capitale. Mais après que certains manifestants ont lancé des pierres sur la police en signe de riposte, cette dernière a répondu avec des pierres lancées. Cependant, le porte-parole de la police, George Kinoti, a déclaré que les 5 personnes décédées ont été lapidées à mort par des foules en colère après avoir été surpris en train de voler. Raila Odinga, qui est revenu d'un voyage aux États-Unis, a appelé à un mouvement de résistance nationale pour protester contre le résultat d'une élection présidentielle qui a eu lieu le mois dernier et qui a vu le président Uhuru Kenyatta remporter un second mandat avec 98% des voix après que le leader de l'opposition kenyane a boycotté le scrutin. Voilà, et puis je reviens sur cette triste nouvelle qui nous est tombée dessus dans la matinée. L'ex-premier ministre du Burkina Faso de 1992 à 1994, Youssouf Ouédraogo, n'est plus. Conseiller spécial du président de la Banque africaine de développement depuis septembre 2007, Youssouf Ouédraogo a rendu l'âme ce samedi 18 novembre à Abidjan. Économiste, diplomate et homme d'État, il a été, entre autres, ministre de la Planification et du Développement populaire sous la Révolution, puis ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2007. Voilà, nous reviendrons évidemment plus en détail sur cette triste nouvelle dans nos prochaines éditions. Fin donc de cette session d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Un très bon week-end à tous et à toutes.